CCOD, chez moi. C'est parce que nous vivons une crise sanitaire inédite de notre histoire que nos centres d'art se trouvent bousculés dans leur rapport au public. Nous faisons le constat que nous devons réinventer de nouvelles façons d'échanger avec lui, en admettant que même lorsque tout sera revenu à la normale, ces innovations nous porteront toujours vers l'avenir. C'est pourquoi le CCCOD inaugure aujourd'hui une programmation artistique entièrement numérique, qui a pour vocation de croiser les regards, les points de vue sur le monde actuel et de s'adresser au plus grand nombre. Nous débutons par un cycle de rencontres sur le thème Art-Science, qui nous permettra d'interroger à la fois des scientifiques et des artistes sur des sujets universels. Cela est fait en collaboration avec Détour des sciences et La Face. Notre premier invité, Patrice Debré, nous parlera aujourd'hui d'un des sujets de ses recherches qui prend tout son sens dans le contexte de la pandémie COVID-19, les deux faces du microbe. Patrice Debré, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Vous êtes professeur bonjour à vous, Isabelle. Bonjour. Vous êtes professeur de médecine émérite à Sorbonne Université, spécialiste de l'immunologie, membre de l'Académie nationale de médecine. Vous avez dirigé un service hospitalier et un institut de recherche à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Patrice Debré, tout d'abord, que vous inspire ce confinement que les microbes nous ont imposé, sorte de face-à-face par masque interposé? Qu'est-ce que cela a comme conséquence aujourd'hui? Merci Isabelle. Eh bien, je vais partir d'une image, ou plus exactement d'un épisode que Lewis Carroll avait décrit dans Alice au Pays des Merveilles. Nous voyons Alice courir et tout d'un coup, elle saisit la main de la reine de cœur et elle l'arrête. Et elle lui dit, ma reine, c'est très curieux, plus je cours, moins j'avance. Et la reine lui répond, écoutez, ici, pour aller loin, il faut courir vite, mais on reste sur place. Et cette image a été reprise par Leif van Allen, qui est un théoricien de l'évolution, et qui, en fait, derrière, voulait signifier que l'humanité avance en coévolution. Et en l'occurrence, ce dont nous parlons aujourd'hui, l'évolution de l'homme et des microbes, et ces deux face à face, l'homme qui a besoin du microbe pour vivre et l'homme qui est aussi tué par le microbe. D'accord. Et qu'est-ce que nous apprennent les microbes, c'est bien un agresseur par rapport à nous-mêmes. Et qu'est-ce que nous apprennent ces pandémies et leur histoire? Eh bien, parlons d'abord du microbe agresseur. Le microbe agresseur, c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec le Covid-19. Les maladies infectieuses, c'est aujourd'hui quand même plusieurs millions de morts chaque année. 25%, il faut dire, des morts qui se voient dans le monde sont liées aux maladies infectieuses. De très nombreux microbes sont apparus depuis la fin du 19e, même nous venons d'en voir l'exemple au début du 21e siècle. Et il faut savoir qu'au 19e, il n'y a pas si longtemps, à la fin du 19e, eh bien, la durée de vie en fait, des individus, à cause des microbes, était à peu près identique à celle de la préhistoire. Alors, saisissons-nous de cela pour peut-être regarder quelques-uns des aspects des relations qui existent entre le microbe pathogène, celui qui nous tue, et cette évolution dont je vous parlais, et en particulier donc, ce qui se passe d'un point de vue médical et de mortalité. Un des points forts est la relation de l'homme et de l'animal. La plupart des épidémies, beaucoup d'entre elles, sauf si l'on voit des contagions interhumaines, viennent en fait de l'animal. Et ceci date pratiquement de la préhistoire. Au moment où les hommes se sont assis autour des foyers préhistoriques, eh bien, ils ont cherché à dompter l'animal. Et le bœuf nous a donné la tuberculose, le cheval, le tétanos, le mouton, l'anthrax, le charbon, le porc et le poulet nous ont donné la grippe. Et d'ailleurs, ces animaux, qui étaient des animaux domestiqués de l'ancien monde,
allaient être des animaux différents de ceux qui allaient être domestiqués dans le Nouveau Monde, et en particulier le lama, l'alpaga, le cobaye, ont donné là-bas des maladies différentes. Et quand eh bien, les deux mondes se sont mélangés, avec l'arrivée des Espagnols, on a vu ce que donnait ce désastre. Mais ce rapport de l'homme et de l'animal nous fait penser à ce génie particulier qu'a le microbe d'envahir successivement les espèces, aller le plus loin possible. On est dans ce que je vous racontais tout à l'heure, dans cette vision d'Alice au Pays des Merveilles. Eh bien, ce microbe-là, il a des mutations. Et pour vous prendre un exemple très particulier, tout à fait fascinant du microbe de la peste, le microbe de la peste au départ, qui portait d'ailleurs le nom de Yersin, je ne parle pas de la peste, car c'est son découvreur, mais du microbe qui s'appelait Yersinia. Ce microbe était avant dans le tube digestif, rien à voir à ce qu'il est devenu par la suite. Et puis à cause des grandes famines, eh bien, les rats étaient affamés comme les autres, et ce microbe du tube digestif des rats est passé dans le sang. Dans le sang, il y avait plus en fait de calories qu'il pouvait absorber, qui lui permettaient de proliférer. C'était l'objet d'une mutation particulière. Et puis ensuite, eh bien, puisque la puce était sur le rat, il a cherché à passer dans la puce. Et là, nouvelle mutation pour passer dans la puce. Et arrivé dans la puce, il y a une mutation tout à fait extraordinaire qui a fait qu'il s'est transformé en une sorte de bouchon, donc un agglomérat de microbes à l'extrémité de ce qu'on appelle le proventricule, qui est une sorte de trompe de la puce. Et là, en fait, il affamait la puce chaque fois qu'elle piquait. Le sang n'arrivait pas à pénétrer dans la puce chaque fois qu'elle piquait là, mais au contraire venait s'engorger le bouchon et redégorger des microbes. Et c'est comme ça, par ces mutations successives, que vous voyez les microbes ont acquis, en partant du tube digestif du rat, la possibilité de pouvoir infecter l'homme. Et d'ailleurs, cette histoire du rat est intéressante parce que une des raisons pour lesquelles les épidémies de peste se sont arrêtées, c'est parce que l'Europe, en particulier, a été envahie par une nouvelle espèce de rat. Et ce rat avait lui-même un microbe qui était le microbe dont je vous parlais au départ, mais qui a entraîné une immunité. Et en réalité, cette immunité s'est faite contre le microbe transformé, le microbe de la peste. Et vous voyez que c'est l'immunité chez le rat qui a réussi à sauver l'homme. Si nous passons peut-être à un des autres points forts de l'histoire des épidémies, et qui sont ceux dont on entend parler finalement depuis le début du Covid, et qui sont ces mesures d'isolement que l'on a vues avec le confinement et de barrières physiques avec les masques. Comment cela s'est passé dans le passé? Eh bien, vous avez deux exemples. L'exemple du lépreux et l'exemple du pesteux. Prenons l'exemple du lépreux, c'est l'exemple du personnage stigmatisé. À l'époque, même au niveau de l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, vous allez retrouver des textes indiquant que les lépreux, il fallait savoir les reconnaître, il fallait savoir les isoler. Ça a été rompu, bien sûr, avec l'Évangile et Jésus qui, comme vous le savez, a touché le lépreux. Mais par la suite, en fait, des jurys se sont constitués pour juger que tel individu était ou non lépreux, avec beaucoup d'excès d'ailleurs, et les rejeter de la société. Souvenez-vous des lépreux qui se baladaient avec des crécelles, avec des cliquets pour signaler leur présence. Ils étaient ce que l'on appelle mis hors du siècle. Mis hors du siècle. C'était comme ça que on les cherchait à leur faire quitter la société. Voilà donc un des premiers exemples. Et puis l'autre exemple est celui de la peste, et en particulier l'établissement de ce qui a été la quarantaine. Tout a commencé à la fin du XIVe siècle. Elle a commencé en fait dans une ville qu'on appelle maintenant Dubrovnik, et qui isolait, c'est la première fois que l'idée est venue, isolait les navires qui étaient supposés être contagieux dans un îlot qui c'était l'îlot de San Mercado. Quelques années plus tard, Venise, qui aimait copier les bons exemples, a élargi cette mesure en établissant, car elle était antérieurement de 30 jours, en établissant l'isolement à 40 jours. Et à 40 jours, eh bien, on demandait aux navires qui arrivaient de s'isoler à la pointe de Venise, là où il y a maintenant un magnifique musée, et plus exactement dans cette église qui s'appelait Jésus de Nazareth. Et c'est pour ça, par modification et transformation du nom, qu'on a parlé de Lazareth.
Et ces D'accord. lazarets étaient l'endroit où on mettait tous les gens qui arrivaient de voyages les plus lointains et qui étaient soupçonnés d'apporter la peste. On leur tendait la patente, ce qui était la première fois qu'il y avait donc un Mhm. texte qui était tendu à l'échelle. La patente était signée dans une consigne et c'est comme ça que se sont produites les premières mesures d'isolement. Petit à petit, tous les ports de la Méditerranée ont pris les mêmes mesures de quarantaine et donc imposant que les gens qui séjournaient ou qui provenaient de pays soupçonnés être infectés, on soit sûr qu'ils ne puissent pas être contagieux. On a vu que ça a été rompu à plusieurs reprises. Et petit à petit, la même idée, elle est reprise à l'intérieur des terres. Et les villes, chaque fois qu'il y avait une épidémie, les villes appelaient l'armée pour empêcher les gens d'entrer, pour empêcher également les gens de sortir, encore que les bourgeois les plus riches étaient sortis très rapidement pour fuir la peste et s'isoler dans les campagnes, un peu comme cela s'est vu récemment à ces jours. Vous n'aviez pas le droit d'entrer dans les villes. Et chaque ville qui avait en plus ses édictions de lois particulières pour isoler les pesteux à l'intérieur des maisons, ces villes avaient chacune leur propre politique. Et ce n'est que sous le règne de Louis XIV qu'à ce moment-là, il y a eu un pouvoir centralisateur et l'édiction de lois qui étaient particulièrement bien gérées par l'État pour que l'on puisse prendre en charge les problèmes épidémiques, allant jusqu'à construire des murs. Tout le monde se souvient d'un Mhm. grand mur qui a vécu comme ça en Provence et C'est vrai. séparé les uns des autres. Mhm. Alors Isabelle, je vous ai parlé dans un premier temps des relations du microbe, d'abord avec l'animal et comment de l'animal il passe à l'homme. Je vous ai parlé ensuite de ces mesures de quarantaine. Mhm. Je voudrais avancer un tout petit peu plus pour vous rappeler peut-être trois points qui sont les grandes découvertes de Louis Pasteur, car Oui. pendant très longtemps, jusqu'au milieu du 19e siècle, on ignorait tout à fait comment se passaient les maladies infectieuses, ou plus exactement si elles étaient ou non dues à des microbes. Et Mhm. il a fallu 3 temps de démonstration, qui sont des démonstrations particulièrement élégantes de Louis Pasteur. La première est une expérience que personne n'avait réellement fait, qui a consisté à prendre du sang d'un animal qui venait de mourir, supposé être d'infection. Mhm. Il le diluait à plusieurs reprises avant de l'injecter à un autre animal. Mais l'astuce qu'a fait Pasteur, c'est entre chaque dilution de remettre le tube de dilution à l'étuve pour que les bacilles prolifèrent, si bien qu'à la fin, juste avant d'injecter à l'animal, il n'y avait plus que des bactéries et Mhm. plus grand-chose du sang initial. C'est la première démonstration expérimentale que l'infection est bien due à un microbe. La D'accord. deuxième démonstration, elle est tout à fait intéressante et nous rapproche des cas actuels. Pasteur voulait démontrer comment un asymptomatique, comment un porteur sain peut soudainement être porteur d'une maladie. Et il a fait de la démonstration la chose suivante. Il était dit que les poulets ne sont pas susceptibles aux bacilles du charbon, aux bacilles de l'anthrax. Et il a un jour prouvé qu'effectivement, si on injectait l'anthrax aux poulets, eh bien, ceux-ci ne devenaient pas malades. Mhm. Mais il est allé un peu plus loin et il a montré qu'en plongeant les poulets dans l'eau froide, donc en diminuant la température du corps, eh bien, la bactérie devenait pathogène et à ce moment-là entraînait une maladie. Et c'est ce qui nous arrive tous les hivers avec les rhumes. Et c'est ce qui nous montre l'importance de la température sur le développement possible des microbes. Vous pouvez être porteur asymptomatique et en même temps, vous allez, avec une modification de l'environnement, en l'occurrence la température, Mhm. vous avez la possibilité que ces microbes deviennent nocifs. Voilà, Isabelle, sur les microbes méchants. Maintenant, nous pourrions aussi nous dire un mot des bons microbes. D'accord, parce qu'il existe de bons microbes quand même. Oui, alors, c'est quelque chose de très curieux et c'est pour ça que je les appelle les deux faces du microbe. Vous Mhm. avez vu la face ouverte, celle qui donne les maladies. Je Ça, vais maintenant vous montrer la face cachée. En fait, posons-nous ensemble, Isabelle, la question, qu'est-ce que l'homme? Eh bien, si l'on y réfléchit, tout le monde a écrit sur qu'est-ce que l'homme, mm. à la fois de la littérature, de la poésie. Les biologistes se sont mis à écrire et ils se sont aperçus que 90% des cellules
qui composent l'homme, Isabelle, 90% sont en fait des microbes. 10% seulement de l'homme, 10% seulement compose, 10% d'humains composent l'homme, 90% est des microbes. Nous sommes des chimères et nous vivons avec les microbes. Et si on nous broie, 98% des gènes sont des gènes, en fait, qui sont des gènes de microbes. Donc, nous sommes une association, nous sommes une interaction avec les microbes. Ces microbes que je vous avais décrits tout à l'heure, qui sont en train de nous tuer, eh bien, les mêmes ou d'autres vivent avec nous en commensalité, c'est-à-dire en gagnant-gagnant. Nous y trouvons des vertus indispensables que je vais vous décrire, et eux, ils vivent avec nous, si je puis dire, pour leur plaisir, parce qu'ils mangent nos aliments, et pour notre plaisir. Ils mangent nos aliments, nous les nourrissons, et quand nous mangeons, nous nourrissons avant tout nos microbes, et un peu des aliments qui restent et qui passent dans l'homme. Ces microbes, c'est ce qu'on appelle le microbiote. Ils vivent avec nous dans l'intestin, ils vivent avec nous sur la peau, c'est eux qui nous donnent des odeurs. Sans ces microbes, nous n'avons aucune odeur. Ils vivent dans la bouche, ils vivent dans nos nez, ils vivent dans nos bronches, là où nous trouvons d'ailleurs le Covid-19. Il y a d'autres microbes qui sont en train de survivre et probablement en bataille en termes de territoire, car ces microbes sont indispensables. Ils sont indispensables et il y a une expérience qui est incroyable, car ces microbes vivent avec toutes les espèces animales. Cette expérience concerne les vers de terre. Nous avons tous, étant enfants, coupé des vers de terre en morceaux. Et vous savez que les vers de terre se reconstituent. Eh bien, si l'on détruit les microbes du tube digestif des vers de terre, eh bien, le ver de terre ne se reconstitue pas. Il faut cette interaction permanente entre l'homme et les microbes pour que l'homme existe. À quoi servent-ils? Ils servent à deux choses. Ils sont des composants indispensables de la digestion de nos aliments et avant tout des sucres, mais aussi des protéines. Et ils nous donnent en particulier un certain nombre d'acides aminés et des vitamines. Et surtout, point tout à fait important, ils apprennent au système immunitaire à reconnaître les bons microbes, ceux qui doivent être tolérés, et à lutter contre les mauvais. Et vous voyez donc cette interaction finalement du microbe, du bon microbe, est quelque chose qui nous est absolument indispensable. On ne peut pas vivre sans microbes. Et nous retournons donc à l'image d'Alice au Pays des Merveilles. Eh bien, merci beaucoup, Patrice Devré. C'était tout à fait passionnant. Merci à vous et merci à tous. À très bientôt. À bientôt.